Avec ce livre, donc La Chine par le menu, je ne voulais pas faire une histoire linéaire de l'alimentation en Chine, avec l'idée que le présent s'explique par le passé. Mon propos était tout autre. Il s'agissait d'introduire le lecteur à une dimension assez méconnue de la culture chinoise, qui est la sensibilité alimentaire des Chinois. Les caractéristiques de la culture culinaire et alimentaire chinoise remontent aux grands principes fondamentaux de la civilisation chinoise. Les textes les plus anciens nous racontent comment les Chinois sont devenus des êtres humains civilisés grâce à leurs régimes alimentaires. Ils faisaient cuire leurs aliments et mangeaient les céréales qu'ils cultivaient, au contraire, contrairement à leurs voisins qu'ils qualifiaient de barbares et qui, eux, mangeaient de la viande crue. Cette vision attribue un rôle essentiel au feu comme média du cru et du cuit. On en retrouve d'ailleurs les échos, encore aujourd'hui, dans la maîtrise absolue que les cuisiniers ont des processus de cuisson dans la cuisine chinoise, notamment dans la haute cuisine. Les cuissons s'effectuent en effet dans un seul type de casserole, qu'on appelle wok, et qui est une espèce de casserole semi-sphérique qui permet la concentration des saveurs et de la chaleur, mais qui requiert aussi l'absolue attention du cuisinier, du praticien qui travaille au milieu des flammes, il faut bien s'en rendre compte. Cet instrument culinaire, cette casserole tout à fait particulière, est même devenu l'emblème de la nation. Comme on peut s'en rendre compte quand on visite le parc des Nations Unies, où un magistral chaudron amélioré et en bronze et d'une taille très importante, qui est mis là comme cadeau, qui a été donné aux Nations Unies comme cadeau de la part de la Chine. Le régime alimentaire des Chinois anciens et finalement des Chinois modernes aussi, repose sur un modèle qu'on peut appeler modèle nourricier des repas. Il est composé d'une base céréalière de goût neutre que l'on mange, si l'on peut, avec des préparations de haut goût, en tout cas des préparations sapides. Alors, dans cet ordre d'idées, les souverains avaient pour tâche première d'assurer la survie de leur population, et comme les céréales étaient considérées comme l'élément indispensable à la survie et au maintien en bonne santé, ils se devaient de garantir un approvisionnement suffisant à leur peuple. Alors les traités rituels anciens nous disent que ce modèle nourricier concernait tout le monde, du haut en bas de la société. Alors bien évidemment, les gens de statut supérieur pouvaient ne pas se contenter de ne manger qu'un plat de céréales accompagné de quelques petites choses, et ils agrémentaient leur menu d'un grand nombre de plats goûteux et souvent très riches, qui inspiraient leur gourmandise. Ainsi, dès l'Antiquité chinoise, deux registres alimentaires ont coexisté. L'un qui s'attachait à la survie et au maintien de la bonne santé, et l'autre qui se référait à la gourmandise et à la jouissance du palais. Et cette opposition entre finalement le nécessaire et l'accessoire, ou le plaisir et le besoin, s'est maintenue en Chine jusqu'à aujourd'hui. Les Chinois font vraiment une distinction très nette entre manger pour vivre et manger pour le plaisir. Il faut ajouter bien sûr que les excès alimentaires et la trop grande gourmandise ont toujours été officiellement condamnés par la voie des moralistes et des médecins. Ils craignaient les déviances et les maladies que ces excès pouvaient apporter.
Depuis que Xi Jinping est arrivé au pouvoir, hein, à partir de 2012, alors ça ne s'est pas vu tout de suite, mais progressivement, il y a une grande campagne qui s'est installée dans les années 2015-2016 contre le gaspillage alimentaire. Parce qu'il y avait effectivement beaucoup de gaspillage alimentaire, surtout de la part de la restauration. Parce que quand on invitait des amis au restaurant, il n'était pas question de vider les plats. Il devait y avoir une surabondance pour bien montrer qu'on avait désormais les moyens d'inviter sa famille et ses amis et de les régaler. Et cette problématique du gaspillage continue aujourd'hui et elle est de plus en plus ferme. Et je me souviens en 2013 sur les tables, d'ailleurs c'est photographié dans le livre, on voit des petites tablettes en plastique qui recommandent aux mangeurs de ne pas gâcher la céréale en tout cas. Parce qu'évidemment, malgré l'abondance actuelle en Chine, dans les imaginaires, la céréale reste toujours quelque chose qu'on ne peut pas jeter. La condamnation des excès et de la gourmandise n'a pas empêché l'émergence d'une riche culture gastronomique, comme en témoignent certains écrits poétiques et littéraires qui abondent en notations sur l'alimentation et sur le manger, en fait, et sur le goût des choses. Les auteurs, d'ailleurs, ont accordé la primauté aux saveurs. Il s'agissait de savoir goûter et d'être à même d'exercer son sens du goût pour apprécier pleinement les bonnes nourritures. Alors là, dans cette image, on a vraiment la représentation fantasmatique, parce que c'est une recomposition qui date des années 2000, du menu maoïste vertueux, c'est-à-dire très pauvre en aliments nutritifs, un peu de céréales et de légumes, mais surtout dans un cadre considéré comme strictement maoïste, avec le signe que représente le petit livre rouge qui est mis sur la table. Alors à l'inverse, dans cette photo sympathique où on voit tous ces gens se régaler de bonne nourriture, là on a un repas qui réunit, alors que précédemment avec dans la veine maoïste, on avait un repas solitaire, quelque chose de très étrange, et qui montre bien que c'était une représentation fantasmatique de quelque chose, au fond, qui n'a jamais vraiment existé dans ces termes-là.